édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les frontières entre la RDC et l'Ouganda ne doivent plus être des barrières, mais des ponts entre les deux peuples. Ces deux pays ont décidé de la suppression de l'obligation d'avoir un visa. L'objectif est de favoriser la libre circulation des personnes, une décision prise lors des travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte RDC-Ouganda. Et puis le monde célèbre ce dimanche la femme rurale à l'occasion de cette journée placée sous le thème « Les femmes rurales cultivent une bonne nourriture pour toutes et tous ». Il est important de souligner le rôle essentiel que jouent la femme et les filles rurales dans le système alimentaire du monde. Dans ce journal magazine, vous suivrez un dossier complet à ce sujet. Un invité dans ce journal, Jean-Mabi Moulumba, directeur général du BCECO. Avec lui, nous allons parler de l'apport de la femme rurale dans le programme de développement des 145 territoires et ses multiples contraintes dans l'amélioration des conditions de vie en milieu ruraux. Jean-Mabi Moulumba, bonsoir. Bonsoir. Vous vous portez bien? Je me porte bien et je vous remercie de cette opportunité que vous m'accordez de parler en fait de l'impact du PDS 145 territoires sur les femmes dans les milieux ruraux. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Merci. À la Chambre haute du Parlement, des élus ont adopté à l'unanimité la prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Un reportage de Sandra Nyangui. C'est dans la soirée du samedi 14 octobre que le Sénat a voté la prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. C'était lors de la plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo, président de cette chambre. C'est la ministre d'État et ministre de la Justice, garde de Soros Mutombo, accompagnée de 3 autres membres du gouvernement qui a présenté l'économie de cette proposition de loi à la plénière. Avant d'être soumis au vote des sénateurs, cette proposition de loi a fait l'objet d'un débat houleux. Car quelques jours avant, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la prise prochaine d'une série de mesures d'assouplissement de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Après ce débat qui était prévisible, le président du Sénat a éclairé la lanterne de la plénière en évoquant l'article 145 de la Constitution pour justifier les mesures d'assouplissement de l'état de siège annoncées par le président de la République. Le président de la République prend les ordonnances délibérées en Conseil des ministres. Il les soumet à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle les déclare conformes à la Constitution, elles sont mises en application. C'est l'article 145, comme ça a été dit. Donc il n'y a pas de projet de loi qui nous sera soumis pour les modalités d'application. Ce sont plutôt des ordonnances qui seront prises par le chef de l'État. Il n'aura qu'à les soumettre à la Cour constitutionnelle pour la conformité. La plénière s'est aussi penchée sur la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Cette nouvelle matière, inscrite au calendrier de la session en cours, a été envoyée à la Commission environnement pour étude approfondie en déant 7 jours avant la présentation du rapport à la plénière. Je l'ai dit au sommaire, plus question d'avoir un visa pour se rendre en Ouganda ou en RDC. Les deux pays ont décidé de la suppression des droits d'entrée conditionnés par l'octroi d'un visa en vue de favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué conjoint de la 8e session ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Ouganda lancée par Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre de l'intégration régionale, qui plaide pour le renforcement des liens entre les deux pays. Un reportage de Sylvie Mwembo et Guy Kitoko. Dans son allocution d'ouverture, son Excellence M. Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, a dénoncé les actes de terrorisme qui entraînent des milliers de victimes en République démocratique du Congo, dans les territoires de Béni, au nord Kivu, les territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri. Il a aussi dénoncé les massacres et incendies volontaires des enfants dans leur dortoir au lycée Lubirira, dans la localité frontalière de Mpondwe en Ouganda.
Son Excellence, Monsieur le Ministre, a, par ailleurs, mis l'accent sur le renforcement de relations fraternelles qui existent entre les peuples des deux pays et a, par la même occasion, exprimé la disponibilité du gouvernement congolais à redynamiser les liens économiques, commerciaux, culturels et sécuritaires qui existent entre les deux pays. Discuter de l'état de la coopération dans les domaines du commerce, de la fiscalité, des douanes, des transports, de la télécommunication et communication, de l'industrie, de l'agriculture, pêche et élevage, de la lutte contre la pollution dans la zone frontalière, de la construction des lignes électriques ainsi que des routes entre les deux pays. À l'issue des travaux, les deux parties ont noté avec satisfaction les efforts fournis pour mettre en application les recommandations de la 7e session de la Grande Commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda, tenue à Kampala en 2018. Pour ce faire, les deux parties ont convenu de mettre sur pied, en ayant 3 mois, un comité mixte permanent de suivi en vue de la mise en œuvre de recommandations issues de cette 8e session de la Grande Commission mixte. Plusieurs résolutions ont sanctionné la première édition du Forum d'Afrique centrale autour des thèmes la science, la technologie et l'innovation. Des travaux qui se sont tenus dans la ville de Lubumbashi. Parmi les résolutions, il y a l'amélioration et l'harmonisation des vues des pays membres de la CEAC dans le secteur de l'innovation. Reportage. La première édition du Forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation, tenue du 9 au 13 octobre 2023 sous les auspices de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, s'est clôturée ce vendredi. Après d'intenses travaux en ateliers, des communications, d'échanges d'expériences et des expositions, les experts du secteur éducatif, les représentants pays de la CEAC ainsi que les partenaires ont abouti à une série de résolutions visant l'amélioration et l'harmonisation de ce secteur. Ces recommandations ont été appuyées par une déclaration des partenaires humanitaires et la mise sur pied d'un projet des politiques et stratégies du FACISTI. Le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, a rendu hommage à chacune des personnalités. Hommage à tous les apports diversifiés, incontournables, pour que l'urgence éducationnelle soit résolue comme une opportunité d'intégration africaine par l'éducation. Dans son allocution, Mme Yvette Kapinga, commissaire développement humain CEAC, a remercié le chef de l'État congolais et les parties prenantes à cette première édition. Les conclusions très rassurantes de vos travaux sont, j'en suis sûr, des motifs d'encouragement pour des partenariats potentiels à venir. Présent à ce forum, le professeur Lunda Bouloulou, l'un des pères fondateurs de la CEAC, a été salué chaleureusement. En outre, les participants à ce FACISTI ont été félicités par le commissaire de la CEAC à partir de Libreville. C'était avant le mot de clôture du ministre de l'Issue, son Excellence Mwindo Zangui. Le premier forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation s'est tenu sous le haut patronage du président de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Vital Kamerhe, vice-premier ministre de l'économie nationale, a pris part au forum économique Canada-Afrique, au cours duquel les participants ont échangé autour des projets intégrateurs qui visent le développement économique de l'Afrique. Une rencontre qui s'est focalisée sur la mobilisation des capitaux d'investissement, sur les opportunités commerciales avec les nouveaux partenaires. Anim Balaka. Présent au Forum économique Canada-Afrique qui a ouvert ses portes le 10 octobre 2023 à Toronto, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Dr Vital Kamerhe, a vanté les richesses de son pays, la RDC. Le patron de l'économie nationale a dans son discours présenté les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo, ceci dans plusieurs domaines tels que dans les minerais, l'électricité, l'agriculture et autres.
devant plusieurs hommes d'affaires canadiens, anglophones comme francophones, connectés dans cette conférence en ligne, suivie par plus de 2000 hommes d'affaires et officiels du gouvernement canadien. Vital Kamerhe a sensibilisé sur les avantages de venir investir au pays de Kimbangu. S'il y a des Canadiens qui veulent ouvrir des banques chez nous, ils sont les bienvenus, ils vont faire de bonnes affaires. Voilà, c'est un secteur qui est encore vierge pour vous et pour les autres investisseurs qui nous suivent en ce moment. Parce que le problème que nous vivons là-bas, c'est que la République démocratique du Congo est écartélée. Pour dire que nous devons créer des conditions au niveau de la réglementation d'échange de politique monétaire pour que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Développer la RDC, c'est développer l'Afrique. Avec ses potentialités et sa position géographique, Vital Kamerhe, se référant à Frank Fanon, a affirmé que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au centre, donc en RDC. Une fois déclenché, le continent africain va se développer, d'où cette campagne de sensibilisation menée par le VPM Vital Kamerhe pour booster l'économie congolaise et booster le développement de l'Afrique. Et puis la promotion du contenu local, une exigence de la politique du gouvernement qui favorise actuellement un meilleur positionnement de la main-d'œuvre. C'est le cas de la plantation et huilerie du Congo qui a vu son site de Yalingimba se transformer grâce au dévouement d'un gestionnaire congolais honoré par le gouverneur de la Mongata, Patrick Michel Mokoui. People First, ou l'homme au centre de l'action. Ce style de management adapté par le nouveau leadership à la tête de plantation et huilerie du Congo transforme depuis quelques années la vie de PHC et de ses agents. Un modèle de gestion de ressources humaines piloté par Monique Guisquès, directeur général de PHC, et qui vient d'honorer les efforts de l'ancien directeur du site de Yalingimba, parti en retraite. Congolais qui est tenu un site, qui est un site de référence. Toute une entreprise comme celle-ci, c'est le travail de Jean-Jules, avec les équipes. On ne sait pas le faire seul, mais c'est le leadership de Jean-Jules. En 28 ans de loyaux services, Jean-Jules Kazayamoko a su faire du site de Yalingimba les modèles de performance de l'entreprise. Je suis le gouverneur de la province d'Amogala. Il faut de mon cœur vous dire merci. Toute ma reconnaissance auprès de notre hiérarchie. Le dévouement de ces cadres de PSC a fait les bonheurs du gouverneur de la Mongala, Maître César Limbaya, lui aussi fils d'un ancien travailleur de cette entreprise. PHC, c'est la première fille du secteur de l'Étimini et nous devrions nous tous protéger cette fille. Créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness, c'est cette vision qui oriente les actions des plantations et huileries du Congo qui utilisent une partie de ses bénéfices pour améliorer non seulement les conditions de vie de ses travailleurs, mais aussi celles des communautés autour du site. Après la remise des matériels de la RTNC dans la ville de Kikwit, le président du conseil d'administration de la chaîne nationale s'est entretenu avec le personnel de cette station provinciale. Floribert Louboto les a appelés à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier, surtout en cette période électorale. Nadine Yangou, Sienda Emeka. Après la remise des matériels à la station de Kikwit, le président du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise s'est entretenu avec les agents et cadres de la RTNC Kikwit. Floribert Louboto a invité les uns et les autres de faire preuve de professionnalisme en ces temps où les élections s'approchent. Pour ce faire, il faut éviter le fake news et cependant, il faut donner toujours la bonne information à la population, a martelé le PCA de la RTNC. Faisant d'une pierre deux coups, le président du conseil d'administration de la RTNC a procédé à l'installation officielle du nouveau directeur de la sous-station Kikwit, Joseph Kipoulou. Et à l'occasion, il lui a remis des gilets, des chapeaux de la RTNC et pour des besoins du service. Si j'ai accepté de venir et d'amener le matériel ici à Kikwit, parce que je suis d'ici, parce que j'ai étudié ici à Kikwit, j'ai voulu qu'en cette période électorale, qu'on donne l'information et la bonne information à Kikwit. Parce que les fake news sont en train de gagner le terrain
Et pour lutter contre ces fake news, il faut donner l'information. Quand vous ne donnez pas l'information, les gens se contentent de ces fake news-là. Et la RTNC reste la maison par excellence qui peut bien donner l'information à la population de Kikwit et ses environs. Par ailleurs, il s'est de rappeler que lors de son passage dans le territoire de Massi-Manimba, le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribert Loboto, est allé présenter ses civilités auprès de l'administrateur du territoire. Et il a à l'occasion, en bon citoyen, fait un geste de générosité en lui remettant une bouteille de vin, symbole d'une bonne fraternité. Félix Tshisekedi, président de la République, a dans son message à la nation annoncé des nouvelles mesures relatives à l'évolution de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au cours de cette même semaine, le président de la République a reçu le diplôme de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa. Ensuite, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue gabonais en tournée diplomatique dans le pays de la CEAC. L'actualité en 5 minutes avec Pierre Kibambé-Somé. Le général Brice Oligui Nguema a séjourné à Kinshasa le mercredi 11 octobre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le président de la transition du Gabon, Oumou Ngaliema, pour un entretien en tête-à-tête de plus de 2 heures. Faisant le point de sa visite à Kinshasa, 5e étape de sa tournée diplomatique dans l'espace de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le dirigeant gabonais a indiqué que les questions liées à la paix, la sécurité et au climat ont fait l'objet de ces échanges avec le président de la République. Nous avons besoin du concours et de l'accompagnement du président Félix-Antoine Tshisekedi pour que le Gabon retrouve sa place dans les concerts des nations, a dit en substance le président de la transition gabonaise. Accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, à la colline inspirée du Moamba, le président de la République a reçu le diplôme de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée à l'UNIKIN, le recteur de l'université, le professeur Jean-Marie Kayembe, a souligné que le jury a décerné les titres honorifiques au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses nombreuses réalisations au bénéfice du peuple, citant notamment l'amélioration du climat des affaires, l'afflux des investisseurs, l'accroissement du budget national, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les efforts diplomatiques en faveur de la paix. Dans une adresse à la nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé de nouvelles mesures relatives à l'évolution de l'état des sièges dans les provinces de l'Est du pays, l'Ituri et le Nord Kivu. Le chef de l'État a indiqué qu'après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et a entendu le Conseil supérieur de la défense, il a pris la ferme résolution de conduire la population de ces 2 provinces vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état des sièges. En toute responsabilité, le chef de l'État a dit avoir opté pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel qui consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la RDC. Dans les zones non occupées, cette nouvelle décision implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu ainsi que la liberté d'association, de manifestations pacifiques et des réunions dans le strict respect des conditions légales, a précisé le président de la République dans son message à la nation. La progression des patriotes au Wazalendo dans certains villages dans l'est du pays, la tenue à Kinshasa de la réunion annuelle du comité de pilotage transfrontalier RDC-Ouganda sont là quelques sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de votre rédaction la semaine qui vient de s'achever.
S'achève a été riche en événements. Sécurité, plusieurs villages ont été conquis dans l'est du pays grâce à la progression fulgurante des patriotes Wazalendo face au M23. C'est le cas avec la route Kichanga-Goma conquise après des rudes combats contre les rebelles du M23. La 14e édition du concours international du génie en herbe OADA a également été lancée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo. Occasion pour les jeunes de pays membres du droit OADA de s'affronter sur la maîtrise de ce droit communautaire. C'est à travers des procès fictifs. La réunion annuelle du comité de pilotage transfrontalier RDC-Angola s'est tenue à Kinshasa. Au menu, promouvoir la coexistence pacifique et améliorer la sécurité humaine le long de la frontière entre la RDC et l'Angola, tout en contribuant à une gestion efficace des frontières. Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté, c'est le thème de la journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre dernier, occasion pour l'Union postale universelle de réfléchir sur un modèle de développement d'un territoire postal numérique à l'échelle planétaire. Des prix ont été décernés aux écoliers du concours annuel épistolaire par le ministre de Pétentique. Une autre commémoration, c'est celle de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée le 11 octobre dernier avec comme thème pour chaque fille, droit, résilience, autonomisation. À Kinshasa, la ministre du Genre, Famille et Enfants a pris part à la cérémonie de remise des prix aux gagnants du concours photographique organisé par l'UNICEF. Mireille Massangou a interpellé la communauté congolaise sur l'apport de la jeune fille dans le développement de la RDC. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, le lycée technique de la Gombe a bénéficié d'un don de matériel didactique en faveur de la jeune fille pratiquant la coupe et couture et l'esthétique. C'est un geste de la coopération sino-congolaise à travers sa structure SICOMEN. Clôture, formation des formateurs électoraux sur le mécanisme et les stratégies à garantir les élections plus crédibles, fiables et transparentes de décembre 2023. La cérémonie a été présidée par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La chirurgie cardiaque pédiatrique a été réalisée dans la province du Haut-Katanga. Selon l'OMS, 39 000 enfants naissent chaque année avec cette malformation dans le monde. Pour y remédier, plusieurs enfants congolais ont été opérés gratuitement par des médecins américains grâce à la campagne organisée par le directeur général de la Fondation Diamant. Et pour terminer, bientôt un nouveau café produit en RDC va être commercialisé. Il s'agit du café Pacifique, le pur arabica de l'Ituri. Il a été présenté à Kinshasa dans une plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole, DRC Agribusiness Forum, par un opérateur économique. À présent, place à la rétrospective de la revue de presse commentée par Jean-Pierre Ndolodemazo. Bienvenue à la rétrospective de la semaine de la revue de presse. Renaissance, développement et crédibilité écrit Econews, c'est le cap fixé par Félix Antoine Tshisekedi pour la course à un second mandat. La force de l'EAC, pressée par Kinshasa, a plié bagage d'ici au 8 décembre prochain, annonce Africa News, ce conformément à un accord convenu. Pendant ce temps, note l'avenir. Les forces régionales de l'EAC décident d'ignorer Kinshasa et de s'installer pour longtemps en République démocratique du Congo jusqu'au rétablissement total de la paix à l'est de la RDC. Les Wazalendo tout feu tout flamme, annonce sphinxrdc.com. Les M23 fuient devant la foudre de ses patriotes à l'est du pays. Conséquence de l'offensive de Wazalendo, le M23 perd Kichanga et plusieurs localités dans le nord Kivu. Les patriotes Wazalendo ont donc décidé de se prendre en charge, constate l'avenir. Une autre conquête de Wazalendo, Bouiza, dernière position stratégique du M23 à Massissi selon le potentiel. Les rebelles du M23 ont également été délogés de 3 collines de Bouiza. Grave accusation de Human Rights Watch, rapporte la Livre Afrique. Selon cette organisation, le Rwanda tue, enlève, passe à tabac les opposants de Paul Kagame à l'étranger. Le processus de la levée de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri en marche.
Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a annoncé dans son message à la nation, note dépêche.cd. On boucle cette rétrospective de la semaine par cette dépêche de Econews. La CENI, selon le confrère, se dit être dans l'impossibilité d'afficher les listes des électeurs dans les bureaux de vote. Elles vivent loin des grands centres. Les femmes rurales consacrent l'essentiel de leur temps à cultiver la terre pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce dimanche, plutôt 15 octobre, l'humanité tout entière célèbre la femme rurale. Dans ce dossier de la rédaction, nos reporters nous emmènent à tour de rôle à Boindé, dans la province de la Chuapa, et à Kaimba, dans le Kwango, où ces femmes rurales éprouvent d'énormes difficultés pour écrouler leurs marchandises. Bobette Yenga, Lucie Lavichisenda pour le dossier de la rédaction. 6 jours sur 7, ces femmes parcourent le même trajet à pied avec de lourdes charges. Au-delà des nombreuses maternités, leur corvée quotidienne se résume en plusieurs tâches à la fois. Objectif, contribuer au bien-être de leur ménage. Il y a des mamans maraîchères, donc très dynamiques, et puis qui essaient un peu de surveiller très tôt matin, et se dirigent vers les champs à des distances de 4 à 10 km, et puis chaque jour. Et c'est ces mamans-là qui prennent souvent leur famille en charge. En milieu rural, l'agriculture reste la principale activité et la femme dans le Congo profond demeure la principale main-d'œuvre de la production à la commercialisation. Nous cultivons un peu de tout, manioc, légumes, pondou et autres. Nous ne faisons que ça chaque jour, mais il y a des mamans à Bouende qui font de petits commerces. Des Bekili dans le Chuapa, à Kaimba dans le Kwango, sans ignorer les autres provinces, les contraintes sont les mêmes. Il faut compter 2 à 3 heures pour atteindre le champ. On rencontre beaucoup de difficultés. Nous travaillons de 8 heures à 15 heures. Des retours à la maison, nous sommes gagnés par la fatigue. Autre contrainte, l'accès très limité aux ressources et services sociaux, y compris des intrants, matériel aratoire, mais surtout des semences de qualité. Conséquence, faible production. Nous n'avons pas de houes, des pelles, des bêches. Il n'y a plus de bonnes semences. Nous travaillons dur, mais le rendement est faible. Le sol n'est plus productif. Avec 1 hectare dans d'autres provinces, tu peux même payer les frais scolaires des enfants, mais ici à Kaimba, c'est pénible. Service zéro. En tout cas, que l'État nous appuie avec des semences et autres matériels. Pour les légumes, il faut 2 semaines avant la récolte, mais pour les maniocs, il faut 1 année. Pour relever le défi de l'épanouissement de la femme rurale, il faut améliorer sa condition de vie. Cette amélioration passera sans nul doute par la transformation positive des structures socio-économico-politiques et culturelles. Les routes et l'accès aux besoins sociaux de base vont changer la vie des zones rurales en général et des femmes en particulier. Pour la RDC, le PDL 145 territoires est un élément déclencheur des changements. En tout cas, l'État a sa procédure. Nous manquons de tout et notre santé, on paye le frais. Mais nous n'avons pas de choix car la survie de nos foyers en dépend. Il faut des routes, des dessertes agricoles. Nous n'avons pas de matériel. La femme rurale reste une véritable héroïne dans l'ombre. Elle n'a jamais abandonné malgré tous les supplices qu'elle fait subir à son corps. Néanmoins, mise dans des conditions idéales, elle pourra relever le défi du développement de sa contrée d'abord et de sa province, mais de son pays.
Sachez aussi que ces femmes rurales sont confrontées à plusieurs difficultés. Elles veulent en outre assurer une souveraineté alimentaire. Pour ce faire, elles ont besoin d'avoir des moyens et ressources nécessaires pour mener à bien leur activité. Ces dernières plaident pour la transformation de leurs produits en milieu rural. Regardez. L'agriculture se positionne comme étant un secteur favori pour les femmes rurales en République démocratique du Congo. Leur environnement naturel s'y prête pour la production, certes, mais seulement la conservation pose problème dans les zones rurales où la chaîne de valeur n'est pas souvent prise en compte. Nous sommes en train de traverser des situations difficiles. Nous chargeons les véhicules des marchandises parce que les produits sont périssables. Pendant les accidents de circulation, nous connaissons des pertes énormes. Si les routes et les véhicules étaient en bon état, nous n'allions pas connaître cette situation déplorable avec nos produits agricoles. La transformation demeure un des moyens efficaces de rentabiliser les produits agricoles. Précision de Mme Chouchouna Salé, chargée des programmes de la CFLED Attendé, coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Pourquoi transformation et conservation et commercialisation? Parce qu'on avait remarqué cette habitude de perdre les produits, d'arriver à un moment de ne pas gagner beaucoup ce qu'ils dépensent comme énergie et comme moyen pour produire. Il serait souhaitable de vous accompagner à la transformation de ces produits-là, pouvant permettre aux consommateurs, aux consommatrices de recourir à ces besoins, à ces produits au moment de non-saison. Aujourd'hui, la transformation et la conservation peuvent réduire les pertes post-récolte et augmenter les revenus des femmes rurales, en particulier et de la communauté locale en général. La chaîne de valeur limite également la pression exercée sur les ressources naturelles. Voilà, j'ai dit tantôt, un invité dans ce journal, Jean-Mabi Mulumba, il est directeur général du BCECO. Bonsoir. Et bonsoir. Voilà, vous venez de suivre différents reportages sur nos antennes. Vous savez que le BCECO est l'une des agences désignées par le gouvernement de la République pour l'exécution du PDL 145. Quel impact dans les milieux ruraux et précisément sur la femme rurale? Bon, je voudrais d'abord rendre hommage à toutes ces femmes, notamment les femmes vivant dans les milieux ruraux, pour leur contribution dans nos conditions de vie. Au niveau du PDL 145 territoires, je voudrais souligner en fait que le PDL, c'est un programme initié par le chef de l'État en réponse aux préoccupations exprimées par nos concitoyens vivant dans les milieux ruraux. Quelles sont ces préoccupations? La première, c'est d'abord l'accès à l'éducation. Vous suivez vous-même aujourd'hui le programme phare du chef de l'État, la gratuité et l'enseignement. Cette gratuité a eu comme impact l'augmentation des élèves dans les salles de classe. À cela, justement, le chef de l'État a instruit pour qu'on construise non seulement des écoles, mais les écoles de qualité pour que ces élèves-là puissent aussi accéder aux mêmes infrastructures que leurs homologues qui sont dans les grandes villes comme Kinshasa et je dirais Lubumbashi et autres villes. Mais également, deuxième priorité, c'est l'accès aux soins de santé. Ça concerne notamment les femmes. Dans les milieux ruraux, nos sœurs, parfois font 20 km, 30 km sur moto pour aller accoucher. Mais dès qu'elles arrivent avec la fatigue, parfois elles rendent l'âme. Oui, mais si on doit revenir sur le PDL 145, quel impact justement sur la femme rurale par rapport au BCECO? J'en arrive. Le PDL, le 145 territoires, a un impact qu'on ne pouvait pas imaginer sur la femme dans les milieux ruraux. D'abord, sur les chantiers, nous avons certains chantiers qui sont gérés par les femmes, comme chefs de chantier. La plupart des matériaux locaux sont livrés par les femmes, ce qui leur procure aussi des revenus. C'est-à-dire l'eau, les sables, la caillasse. Avec ces revenus, ils peuvent scolariser leurs enfants. Tout autour de nos chantiers, nous avons vu un nouveau commerce se développer. Les femmes ont ouvert des restaurants de fortune qu'on appelle Maléwa, pour nourrir justement les ouvriers qui travaillent sur ces chantiers. Et ça leur procure aussi des revenus, ça permet aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Au-delà des infrastructures que nous sommes en train de construire aujourd'hui, dans le PDL, il est prévu aussi une dimension, une composante chaîne de valeur. Dans cette composante, il est prévu de structurer les paysans
essentiellement les paysans. On va les structurer en ONG ou en SBL, mais également on va créer des structures de gestion du patrimoine qui vont gérer ce qu'on appelle les équipements agricoles. Aujourd'hui, si aujourd'hui les femmes sont dans la précarité, celles qui sont dans l'agriculture sont dans la précarité parce que les femmes ne peuvent cultiver que pas moins d'un hectare. Mais avec moins d'un hectare, vous ne pouvez rien faire. En cas de maladie, c'est la misère. Alors, avec cette structure de gestion du patrimoine, les femmes pourront louer des tracteurs pour labourer 10-15 hectares et payer à crédit. Entre-temps, il y a la dimension, le volet aussi, réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Voilà, justement, j'allais en parler pour la réhabilitation des routes. Ces femmes très actives, très efficaces, se plaignent quand même du manque des voies d'évacuation parce qu'ils arrivent, qu'ils se retrouvent avec leurs produits en train de pourrir, ils ne savent pas comment évacuer. Est-ce que ce programme prend en charge cette question? C'est une priorité aussi dans le cadre du PL 145 territoires. Pour notre part, c'est que nous avons la charge justement de réhabiliter 12 000 km des routes des dessertes agricoles. Je pense qu'à ce stade, le travail est déjà fini. Nous n'attendons plus qu'on nous donne des ressources pour pouvoir publier et sélectionner les prestataires pour pouvoir réhabiliter ces routes. Donc il y avait cette dimension des routes des dessertes agricoles, mais l'autre dimension, ce sont les dépôts. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes commerçant, vous voulez aller à Kayemba, acheter ou à Massimani, acheter le manioc, je donne un exemple, 200 sacs, votre camion il fait 2-3 semaines. Mais par contre, s'il y a des points de vente, à partir déjà de Kinshasa, vous pouvez commander et savoir qu'à tel endroit, je peux avoir mis 200 sacs, le camion part en 2 jours. Il y a un problème d'évacuation des produits qui pose problème. Donc ça va se régler dans le cadre du PD. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, je vous garde encore sur ce plateau. Merci. Un coup de projecteur sur une femme spéciale dans ce grand reportage de ce soir. Votre rédaction a suivi pas à pas une femme rurale qui se distingue par son travail. Il s'agit de Florence Ndeke. Cette dernière est spécialisée dans la culture des différents types de légumes. À l'occasion de cette journée, leur dédiée, Florence Ndeke appelle les femmes rurales à une autoprise en charge. Peggy Mukunda, Raphaël Sadi pour ce grand reportage. La force des femmes rurales réside dans les coopératives et associations. Une évidence comprise par Madame Fumupamba Nzumba Flore, qui gère aujourd'hui près de 20 000 membres dans l'Union des associations des femmes maraîchères pour le développement de Kinshasa. Voir comment est-ce que la vie devenait un peu dure, je préférais choisir le maraîchage. C'était à partir de l'église. Il y a un pasteur qui nous a enseigné qui dit que la maman, tu es une aide. Ce que ton mari fait, sois à ses côtés pour l'aider. Mais à partir de ces prédications que je suis venue à ce site jusqu'à présent. Nous sommes sur le site dénommé RVA Mikondo, une des contrées de Kinshasa, semi-rurale. La plupart des produits vivriers consommés dans l'est de Kinshasa, comme des légumes, sont produits ici. Maman Flore est dans ce travail de la terre depuis 15 ans. Nous avons l'amarante, le sambrou qui est là à côté. Nous avons, on appelle, je ne sais pas en français c'est quoi, le mukengeli, le mujibou, le pondou nous en avons. Nous avons le ciboule, le ndembe à côté. Nous avons l'oseille. Nous avons presque tous les légumes feuilles que nous produisons ici. Sur le plan logistique, les membres de cette union connaissent des difficultés dans la commercialisation. Je regrette un peu puisque ce sont les clients qui nous imposent le prix. Nous voulons que si on peut nous aider, d'avoir un marché approprié pour nous seulement les marchés. Comme ça, on peut vendre avec le prix que nous désirons. Les difficultés que nous avons, tout d'abord, les spoliations. Il y a aussi parfois des voleurs qui viennent voler quand vous n'êtes pas là. Et pour la culture, nous avons la maladie, les insectes quand ils sont là. Cette activité utilisait souvent la main-d'œuvre locale, ceci dans une ambiance conviviale. Un climat d'attente qui règne entre nous devant les difficultés. On s'entraide financièrement pour s'en sortir et nous sommes soudés. Aujourd'hui, les initiatives paysannes se multiplient, s'organisent, se structurent, se consolident et deviennent des acteurs clés du développement du pays. Elles sont à la base de l'autonomisation de la femme rurale qui est la mère nourricière de grandes villes comme Kinshasa.
Je reviens à vous. Un casse-tête quand même pour ces femmes rurales d'évacuer leurs produits agricoles. Est-ce qu'en dehors de ça, elles rencontrent d'autres difficultés? Oui, je pense qu'en dehors de la question liée à l'évacuation des produits, de leur production, il se pose aussi un problème de financement. Aujourd'hui, si vous voulez cultiver beaucoup plus d'hectares, il faut avoir des équipements agricoles, notamment les tracteurs, ainsi de suite. Mais ces femmes sont démunies et ne peuvent pas avoir accès au financement parce que le crédit est déjà cher. Ça aussi, c'est une réflexion qu'on doit faire au niveau du gouvernement, voir comment soutenir, mettre en place un fonds de garantie pour permettre justement à ces femmes d'accéder au crédit qui peuvent être garantis par le gouvernement pour leur permettre justement de produire beaucoup plus. Parce qu'à ces stades ici, c'est en fait de la précarité. Quand ces femmes cultivent des mi-hectares, en cas de maladie, je pense que c'est toute la famille qui en pâtit. Donc ça aussi, c'est une action sur laquelle nous devons nous focaliser pour permettre à ces femmes d'accéder au crédit. Mais où également, notre façon, c'est, comme je l'ai dit, créer des structures de gestion du patrimoine où l'État peut acquérir des équipements agricoles et donner un crédit à ces femmes pour leur permettre d'élaborer et payer à la fin de leur récolte. Voilà, si on doit parler en termes de prévision, le BCECO est à quel niveau d'exécution en termes des infrastructures scolaires, en termes des bureaux administratifs? Nous avons, dans la première phase du PDL 145 territoires, nous avons la charge de construire 731 ouvrages, donc 414 écoles, 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs. Dans notre stratégie, nous sommes focalisés sur deux types d'agents économiques. Nous avons les agences locales d'exécution, qui sont essentiellement des ONG, et les petits et moyennes entreprises. L'avantage des agences locales d'exécution, c'est que leur mode de sélection est beaucoup plus facile que le mode de sélection des petites et moyennes entreprises. D'une manière générale, nous avons mis à peu près 15 mois pour recruter les petites et moyennes entreprises, alors que les agences locales d'exécution, nous avons mis 3 mois. Alors, aux agents d'exécution, nous allons leur avoir confié 313 infrastructures sur les 731 infrastructures. À ce stade, nous avons réceptionné déjà 200 infrastructures. Donc, je pourrais dire 120 écoles et 80 centres de santé. Un bilan élogieux. Pardon? Un bilan élogieux. Merci. Alors, nous espérons que d'ici fin novembre, nous allons commencer aussi à recevoir les 414 infrastructures confiées aux petites et moyennes entreprises. Donc, comme vous l'avez suivi hier, disons vendredi, dans la communication du chef de l'État, ces derniers ont autorisé à ce que les élèves occupent déjà les écoles finalisées, qui sont déjà achevées. Autre chose aussi, autre information que je voulais dire aussi, dans le cadre du programme de 100 jours, le BCECO avait la charge de construire à peu près 189 écoles. Dans le cadre du programme de 100 jours, nous avons finalisé à peu près 100 écoles qui attendent d'être occupées. En termes de pourcentage, on dirait combien? Faites 100 écoles sur 189. Donc, qui attendent d'être occupées par les élèves qui sont fermés depuis 2 ans. Merci Jean-Mabi Mulumba. Je rappelle que vous êtes directeur général du BCECO. Est-ce que vous avez un dernier mot avant que je me sépare de vous? Bon, le dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, le programme PDL 145 territoires, à travers ce programme, le chef de l'État est en train d'écrire une nouvelle histoire pour la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois depuis l'indépendance qu'on voit que dans ces pays, on se lance à la construction des infrastructures, de plusieurs infrastructures en une année, en moins d'une année. Moi, j'ai l'expérience de travailler, je viens d'une institution financière internationale où on a des projets. Également, vous avez des programmes ambitieux, mais même montant que les PDL, mais ces programmes mettent parfois 5 ans, 6 ans sans être exécutés à 100%. C'est là où on parlait du problème des capacités d'absorption des ressources. Aujourd'hui, avec les PDL 145 territoires, on démontre à l'opinion nationale et internationale que sur base d'une bonne organisation, aujourd'hui, on peut exécuter le programme jusqu'au bout et sans créer de problèmes d'absorption. Merci Jean-Mabi Mulumba. Je rappelle encore que vous êtes directeur de la BCECO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.
À l'occasion de la journée internationale de la femme rurale, la ministre du Genre, Enfants et Familles a félicité les efforts du gouvernement congolais pour le développement des communautés. Mireille Massangou a aussi encouragé les femmes rurales pour leur contribution dans la chaîne alimentaire. On écoute un extrait choisi par Yvette Makoutima.